C'est parti, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Confucius, l'accessible pouvoir des neurosciences. On est de retour dans un environnement un petit peu différent aujourd'hui. On a changé notre background. Yes. Stéphane, où tu es aujourd'hui? Alors moi, en fait, je suis à Cannes-sur-Mer. Je forme des praticiens à ma méthode, donc pour qu'ils deviennent thérapeutes, praticiens ALMA, donc la technique qui utilise et neurosciences et les sagesses ancestrales tibétaines. Donc on est 4 jours en immersif. On travaille là en ce moment sur la programmation neurolinguistique, donc vraiment comment poser les bonnes questions à quelqu'un pour faire réémerger l'information qui est enfouie. Et aussi notamment le reset ALMA, donc cette technique que j'ai ramenée du Tibet qui permet de restaurer le système nerveux et de permettre au cerveau de faire une sorte de saut quantique et d'accéder à de nouvelles possibilités de résoudre et de voir la vie, en fait, surtout. Donc là, on est 4 jours en immersif, des personnes qui viennent de toute la France. Et on a loué une maison à Cannes-sur-Mer. Et puis, j'ai réussi à m'isoler pendant que toute l'équipe de praticiens est à l'extérieur en train de manger à côté de la piscine. Voilà. Ah, je pensais qu'elle cuisinerait pour toi. Ah. Eh non, non, non. Bon, bah, super. Bah, écoute, moi ici, un petit environnement un petit peu différent. On est monté à 2000 mètres d'altitude pour prendre un petit peu l'air et la neige. Et justement, ça va très bien avec le sujet d'aujourd'hui, la santé, hein, finalement, parce que bah, y a pas mieux. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas mieux que la montagne, justement, pour respirer de l'air frais et pour repartir d'aplomb sur une nouvelle année. Alors, on commence, hein, comme d'habitude, j'ai préparé une série de questions et nous démarrons donc de suite. Alors, Stéphane, le cerveau est-il responsable de notre santé et en quoi notre santé est-elle responsable, pardon, de nos capacités mentales? Hmm. Donc, le cerveau est-il responsable de notre santé? Alors, de suite, tu vois, dès que tu poses une question, bah, je balaye en fait dans ma tête tout le champ de répertoire de réponses que j'ai pu obtenir sur ces sujets d'un point de vue neuroscientifique et d'un point de vue aussi expérience lors de mes voyages. Et là, la première réponse en fait qui me vient, c'est celle d'un lama tibétain qui me disait que en fait, notre bien-être, donc qui est même au-delà de la santé, dépend à 80% de notre état d'esprit et simplement à 20% de ce qu'on va manger ou de la pratique de sport ou pas la pratique de sport. Alors, c'est un peu choquant pour nous, occidentaux, qui mettons énormément d'espoir et qui investissons énormément en termes d'énergie sur l'alimentation et sur le sport. Mais force est de constater, si on fait preuve d'honnêteté mentale et d'honnêteté intellectuelle, qu'on peut avoir une bonne pratique sportive et une bonne alimentation. Et certes, on peut avoir une bonne santé, mais si on étend le champ de la santé au bien-être, on pourra se rendre compte très lucidement que la pratique du sport et la bonne alimentation ne va pas suffire à notre épanouissement. Dès lors, en fait, on peut arriver à un lien qui est assez logique, c'est que la pensée, on le sait, notre manière de penser fabrique des émotions. Donc ça, on le redit et le redit dans les lives. Le corps est une factory, est une usine dans laquelle on met ici du combustible et qui vient donner manufacturing, donc un produit fini qui est l'émotion. Donc en fonction de ce que je pense, en fonction de ce que je crois, en fonction de ce que je me dis, en fonction de tout ce que je mets dans ma tête, je vais fabriquer des émotions. Et les émotions, ce n'est pas quelque chose de virtuel ou d'intangible, c'est quelque chose qui a une réalité biochimique et biologique, puisque une émotion va créer des hormones. Et donc, si j'ai un système d'exploitation, j'aime beaucoup cette métaphore de se dire qu'en fait, on a ici un système d'exploitation, c'est-à-dire que ce n'est pas notre identité, c'est juste un système d'exploitation. Donc, il y a iOS, il y a différentes versions, il y a Microsoft, il y a Windows, il y a différentes version. Et si notre système d'exploitation est vérolé, ne fonctionne pas de manière optimum, les émotions qu'on va fabriquer vont être des émotions à basse vibration. Les émotions à basse vibration, on va avoir de la peur, de la honte, de la culpabilité, du doute, de la colère. Toutes ces émotions-là créent une chimie qui va favoriser l'acidité du corps.
cortisol, etc., et acidité du corps. Et aujourd'hui, on le sait, un corps qui est acide va favoriser la maladie. Et donc là, on peut voir tout le lien qu'il y a entre pensée, émotion, biologie et au final, maladie. Parce que toute cellule qui évolue dans un milieu acide a beaucoup plus de chances de générer une maladie. Il y a même Dr Schaller qui dit que aucune maladie ne peut être contractée dans un milieu alcalin. D'accord. Alors, Ouais. alcaliniser le corps, c'est possible par l'alimentation, Mhm. certes, mais ça ne suffira pas. Si le système d'exploitation est anxiogène en haut, vous pouvez avoir l'alimentation la plus saine au monde, ça ne suffira pas. Alors, par contre, est-ce que ça veut dire qu'il faut se priver d'une bonne alimentation? Pas du tout. On met toutes les chances de notre côté avec une bonne alimentation et on met toutes les chances de notre côté avec la pratique du sport. Et ça, c'est très bien, c'est un acquis. Et si vous avez déjà ces acquis-là, c'est super. Mais est-ce que ça suffit? Ça, c'est sûr que non. Et donc, une bonne alimentation va quand même favoriser une meilleure chimie qui va nous permettre petit à petit de prendre soin de notre esprit. Donc, système de pensée est directement relié à la fabrication des émotions et donc à notre santé. Génial, d'accord. Alors du coup, tu parles énormément d'émotions et on parle aussi de cognition. Peux-tu nous parler de l'interaction entre émotion et cognition qui semble cruciale pour comprendre la santé mentale? Alors, l'émotion, en fait, n'existe que parce qu'il y a cognition. Mhm. Une émotion, en fait, n'a pas une vie indépendante d'un système. C'est ce qu'il pensait un peu à l'époque de Descartes, Ouais, si je ne me trompe pas. tout à fait, Mhm. exactement. Donc ça, c'est une vue erronée aujourd'hui de l'être Ah oui. humain qui est euh, connue alors depuis 5000 ans par les hindous et puis plus récemment par les bouddhistes et puis alors encore plus récemment par les neurosciences hein, finalement. Ouais. Voilà. Mais nous, occidentaux, on a vraiment besoin d'entendre les choses et de les faire valider par le prisme et le spectre des neurosciences pour considérer que c'est valable comme vue. Euh, mais cette vue-là existe quand même depuis plus de 5000 ans et face à la difficulté de l'occidental à vivre une vie épanouie, harmonieuse, en équilibre, ben, on se tourne de plus en plus vers des sagesses plus anciennes. Et les neurosciences nous permettent de comprendre pourquoi certaines techniques sont si efficaces. Donc, effectivement, l'émotion n'a pas de vie indépendante. On ne peut pas avoir une émotion de tristesse ou une émotion de joie ou une émotion de colère comme ça qui sort de nulle part. Alors, où on a l'impression que ça sort de nulle part, c'est qu'on n'est pas conscient des pensées qui passent par notre tête. Donc, petit rappel, hein, on a à peu près entre 20 000 et 60 000 pensées par jour. Entre 20 000 et 60 000 pensées par jour. Wow. Je Mhm. défie n'importe qui et moi-même d'être conscient peut-être de 400 ou 500 pensées qu'on a dans la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on le sait aussi, 95% de nos pensées sont inconscientes. Ça veut dire que 95% de nos émotions sont inconscientes. Ce qui veut dire qu'on est en pilotage automatique. Wow. Ce qui est Ah, clair. ça, je ne savais pas, c'est Voilà. incroyable. Des vieux processus comme ça qui gouvernent notre vie. Et les 5% de conscience nous donnent l'illusion d'avoir la maîtrise de notre vie. Et on s'étonne que notre vie financière ne décolle pas. Et puis, on est persuadé qu'on va arriver tout seul à résoudre les problèmes qu'on a par rapport à l'argent en se posant des questions, en faisant tourner l'hamster dans sa roue. On est persuadé qu'on va régler nos problèmes sentimentaux et les problèmes de couple par notre propre réflexion. Mais en fait, on n'agit que sur les 5% et donc l'hamster continue à tourner dans sa roue. Et puis, on est persuadé qu'on va réussir à changer de travail ou s'épanouir professionnellement ou trouver sa mission de vie selon les grandes problématiques hein, qui reviennent, tout simplement par notre propre réflexion. Et aujourd'hui, on sait que c'est impossible puisque par nous-mêmes, on n'a accès qu'à 5% de tout notre être. C'est pour ça que les gens intelligents, du moins les gens qui veulent se donner toutes les chances de réussir dans les différents domaines de la vie, vont investiguer
ces 95%. Comment? En s'appuyant avec des coachs, des thérapeutes, des personnes qui sont outillées pour vous connecter à cette partie de l'inconscient. Donc, il y a des centaines, des milliers de personnes dans le monde qui sont compétents pour cela. En tout cas, c'est un vœu pieux d'espérer que sa vie change si on ne fait pas évoluer notre système d'exploitation. Et soi-même, c'est très difficile puisque on est en boucle dans la même réalité de journée en journée. 95% de notre manière de raisonner est la même d'une journée à l'autre. 95%. Même si j'ai l'impression d'avoir une idée brillante, etc., c'est encore le même mode de pensée. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein, impossible de résoudre un problème avec le même mode de pensée qu'il l'a créé. Il faut donc changer notre système d'exploitation. Et là, il a plein de techniques. Moi, je ne prétends pas du tout avoir les meilleures techniques. Celles que j'utilise font leurs preuves et ont aidé des centaines de personnes à changer de paradigme, mais il existe plein d'autres. En tout cas, pour moi, c'est une hérésie et je ne comprends pas même qu'on puisse répéter les mêmes schémas de vie en amour ou les mêmes blocages professionnels, pas être pleinement épanoui, pas être content d'aller au travail le lundi, pas trouver sa mission de vie ou avoir des problèmes d'argent et pas vouloir changer. Je ne comprends pas comment on peut prendre du plaisir à gâcher sa vie, en fait. Pour moi, c'est un tel gâchis. Aujourd'hui, moi qui connais le potentiel de l'être humain, ça me fait mal au cœur, vraiment, de voir comme des frères et des sœurs, on est une grande famille, les humains, qui gâchent leur potentiel. C'est le sentiment que j'ai, c'est comme si on était dans une famille et que je voyais mes enfants ou mes frères ou mes sœurs, véritablement, qui gâchent leur potentiel. Aujourd'hui, il y a toutes les clés pour vivre heureux en amour, vivre heureux dans son travail et attirer et avoir un bon rapport à l'argent. Il faut juste s'éduquer et utiliser les bons programmes dans la tête et appuyer sur le bouton reset. Aujourd'hui, on le connaît, le bouton reset. C'est vraiment pour moi une aberration en fait. Mais aussi, je sais pourquoi, c'est les peurs. C'est les peurs. Peur que ça ne marche pas vraiment. Justement, c'est Incroyable. C'est justement aussi un peu l'idée de ce live, un peu, hein, c'est de comprendre un petit peu tout ça, de comprendre que voilà, on utilise ces 5% et qu'il y a des moyens vraiment d'atteindre plus que ces 5%. Alors, mais ça doit être tout de même possible seul de le faire, puisque des personnes, il fallait bien démarrer quelque part, des personnes ont été capables de le faire seules. Alors, j'imagine que c'est une minorité, certes. Tout à fait. En fait, ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel tu es né. Donc, oui, aussi, bien sûr, voilà, on avait parlé. Ouais. Tu as hérité d'un environnement positif et d'un système d'exploitation qui déjà fonctionne bien par celui de tes parents. C'est-à-dire que tes parents, ils ont un bon rapport à l'argent qui n'est pas conflictuel, qui t'ont enseigné que on peut gagner beaucoup d'argent tout en faisant des choses bien, que les riches ne sont pas des gens mauvais ou malhonnêtes, etc. S'ils n'ont pas mis des virus dans ta tête, tu vas avoir déjà un rapport à l'argent qui est sain. Et puis pareil, s'ils n'ont pas mis des virus du genre méfie-toi des hommes, méfie-toi des femmes, et si par eux-mêmes, dans l'exemple qu'ils t'ont donné, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu montres. Donc, si les parents t'ont montré en fait qu'on peut être dans la confiance à l'autre, que l'autre on peut lui faire confiance, il peut être un support, qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme, toutes ces valeurs-là, en fait, tu as un super système d'exploitation, en fait, tu as le dernier upgrade en fait de iOS. Mais le problème, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs iOS, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs. Non, voilà. J'ai bien compris, Alors, et puis juste pour finir l'idée, il y en a qui naissent avec l'iPhone 2. Je comprends. Il faut rapidement mettre les mises à jour, quoi, tu vois. Bien sûr. Et du coup, tu parles de ces virus-là qui sont un petit peu des maladies, des facteurs extérieurs qui représentent un petit peu des maladies neurologiques, ou en tout cas qui créent des maladies neurologiques. J'aimerais que tu nous présentes quelques maladies neurologiques que tu connais ou les plus destructrices même. Ok. J'en perds mon français. En fait, tu vois, moi, j'ai une vue qui est assez forte, et c'est la vue bouddhique d'ailleurs, qu'on retrouve beaucoup dans le bouddhisme. C'est que l'état de santé d'un esprit normal est la joie, l'harmonie et la paix intérieure. C'est notre état de santé normal. Donc, l'humanité entière est malade.
Et c'est très, très rare, en C'est fait. rassurant. Ouais. Alors, c'est pas, heu, hem, ça serait terrible si on n'avait pas d'antidote, mais la première chose, si on veut, se transformer pleinement, c'est de reconnaître droit dans les yeux, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'honnêteté, qu'aujourd'hui, on ne vit pas la vie, heu, pleinement qu'on aimerait vivre. Il faut juste être, voilà, franc avec soi-même. Si on veut gagner du temps, la franchise avec soi-même, voilà. À partir de là, heu, souvent, on va renoncer à cet idéal de vie parce que ou cet idéal d'être plutôt, parce que c'est pas externe, c'est vraiment un ressenti interne. C'est oui, il est possible de vivre en joie quasiment constante et être en harmonie indépendamment de tout ce qui va se passer dans notre vie. C'est vraiment possible. Mais il faut faire un état des lieux très lucide de où on en est. Donc dire, OK, moi actuellement, les émotions que je vis le plus souvent, ben, c'est plutôt la peur du lendemain, c'est plutôt un manque de confiance, c'est plutôt peut-être un manque d'estime de moi, c'est plutôt souvent de la tristesse, ou peut-être j'ai même de la colère ou de la jalousie, ou etc. Juste regarder, faire un état des lieux de notre propre esprit. Hein. Comment vouloir transformer notre esprit si on ne fait pas un état des lieux déjà de où on en est, comme une voiture, hein. Faire un diagnostic. À partir de là, il y a deux possibilités. Soit on croit qu'il n'est pas possible de changer, et c'est OK, et ça sera une vérité, puisqu'on ne changera pas, qu'on aura raison. Soit on se dit, je vais me mettre en mouvement pour changer. Et quels sont les antidotes, du coup? Qu'est-ce que je dois mettre comme patch pour créer vraiment une vie dans laquelle je peux vivre de la paix intérieure, de l'harmonie, de la joie? Et là, ben, que ça soit neurosciences ou sagesse ancestrale, on considère qu'il y a des voiles de l'esprit, des vues erronées de ce qu'est le monde, et c'est ce qui nous crée en fait tout ce mal-être. Donc, bah, c'est cette conscientisation qu'il va falloir mettre en place. Et, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais aujourd'hui, les neurosciences et certaines techniques de reboot du cerveau nous permettent de vraiment changer de paradigme. Alors, je vais être très franc avec toi. J'ai oublié la question originelle que tu as posée. Je voulais connaître les maladies neurologiques les plus Voilà. destructrices existantes. C'était une bonne introduction à cette réponse. Et bah, maladies neurologiques, bon, il y a les maladies qui sont très très fortes en fait, hein, comme la paranoïa, ce genre de choses. Mais euh, je veux pas trop prendre cette direction en fait. Comme je vous l'ai dit, c'est euh, pour moi, je considère que tout mode de raisonnement qui nous prive de nos potentiels est une sorte de maladie neurologique, une sorte de virus qu'on a dans le cerveau. Et donc, on en a plein. On en a plein dans C'est une bonne cet réponse. Ouais. écosystème. Il y a plein de programmes qu'on peut venir lever. Voilà. Super, super. Alors j'aimerais tout de même qu'on se focalise un petit peu sur une maladie, la maladie du 21e siècle et surtout de finalement ces 2 dernières années, hein, Mm. la dépression. Ouais. En fait, j'ai vu des chiffres ahurissants. Je crois d'ailleurs j'en avais parlé dans le premier épisode, mais le nombre de dépressions, tout âge hein, d'ailleurs, en Angleterre, c'était les chiffres que j'ai trouvés en Angleterre, avait doublé, voire triplé dans certains endroits. C'est dingue. C'est dingue et j'aimerais du coup que tu nous expliques un petit peu le Ouais. fonctionnement du cerveau qui mène à la dépression. Mm. Génial. C'est un sujet que j'adore. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont les pays les plus riches qui comptent le plus de déprimés, donc, C'est vrai, ouais. et de dépressifs. Donc, je vous interroge et je vous invite à vous challenger par rapport au sens de l'argent et ce que ça peut créer. Donc Mhm. ça, c'est un fait. Je vous invite aussi à regarder un documentaire que je crois qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Happy. Et ce ont été des études qui ont été faites par différents laboratoires, dont Harvard, sur les peuples les plus heureux au monde. Okay. Ce qui m'amène naturellement à dire que la dépression a été étudiée depuis plus de 40 ans, même 50 ans.
Donc, finalement, la science du mal-être est étudiée depuis 40, 50 ans. Donc, on s'interroge vraiment sur le fait de qu'est-ce qui fait qu'un cerveau commence à se mettre dans une boucle de dépression, en fait. Et qu'est-ce que c'est une boucle de dépression? C'est une vue du monde hyper négative. Alors, je vais vous donner des clés très précises maintenant qui s'appuient sur la PNL. Dans la programmation neurolinguistique, on a identifié des métaprogrammes dans notre tête. Je vais vous donner un exemple de métaprogramme. On a un métaprogramme qui s'appelle référence interne ou référence externe. Qu'est-ce que c'est un métaprogramme référence interne? Pour le comprendre, le chat est beaucoup dans le métaprogramme référence interne. C'est-à-dire que il prend son processus de décision, donc son decision making, il le fait en référence interne. C'est-à-dire que s'il a envie d'aller te faire une caresse, enfin de se faire caresser, il va venir. Mais s'il n'a pas envie que tu l'appelles, la plupart des chats, tu peux courir et on ne va pas venir. Tandis que le chien est beaucoup en métaprogramme référence externe. C'est-à-dire que son processus de decision making, donc de prise de décision, est en référence externe. C'est-à-dire, si mon maître bouge, un doigt, une micro-expression faciale, je vais de suite contenter son plaisir. D'accord? Donc ça, c'est un métaprogramme. Il y en a des dizaines et des dizaines. Un autre métaprogramme qui existe, c'est le métaprogramme match, mismatch. Donc, le métaprogramme match, on peut le faire en direct live ici. On va regarder tout ce qui est en harmonie dans la pièce dans laquelle vous êtes. Donc là, j'active mon métaprogramme match. C'est-à-dire que je regarde tout ce qui match. Ben moi, dans le lieu où je suis, là, les couleurs sont relativement bien ordonnées. Je vois que le tableau qui est derrière moi, voilà, par exemple, c'est assez. Les beiges sont en harmonie. Je trouve que la couleur vive, là, voilà, le violet va bien. Tout est bien harmonisé. Je suis en mode match. Si je me mets en mode mismatch, je vais voir tout ce qui est dysfonctionnant derrière moi. Et je peux revisiter le même lieu et dire que finalement, la boule noire là, qui est derrière, je trouve elle dépareille un petit peu avec les boules blanches. Et finalement, le style de l'écriture Love, il n'est pas en harmonie avec le style de l'écriture du tableau ici. En fait, c'est la même réalité qui est derrière moi. Mais une fois, je la regarde en match et une fois, je la regarde en mismatch. Et qu'est-ce que c'est l'amour? C'est la capacité à regarder l'autre en match. Et est-ce qu'il y a un programme qui est plus utile que l'autre? Non. Parce que par exemple, si tu fais une dissertation et qu'à aucun moment tu te mets en mismatch, toutes les fautes d'orthographe, on va les louper. Mais si tu es que en mismatch, tu vas jamais valoriser ce que tu es en train de faire. Donc tu as quand même cette capacité de passer de l'un à l'autre. Exactement. L'être humain le plus heureux possible est l'être humain qui a la plus grande flexibilité comportementale. C'est-à-dire quelqu'un qui, parmi les vingtaines de métaprogrammes qu'on connaît, il a le curseur au milieu. Il est capable d'aller en match, en mismatch. Il est capable d'être en référence interne, d'être référence externe. Il est capable d'être en séquentiel et en simultané. C'est un autre métaprogramme, ça. Donc, c'est les gens qui sont que en séquentiel sont des gens qui sont obligés de faire les choses les unes après les autres. C'est obligatoire. Les gens qui sont simultanés sont obligés de faire tout en même temps. Mais pareil, dans certaines situations, c'est bien d'être simultané. Dans d'autres, c'est bien d'être en séquentiel. Donc, flexibilité comportementale. Ça s'apprend. On ne peut pas trouver tout seul. Et rappelez-vous, il y a 4 niveaux dans l'apprentissage. Le premier niveau, c'est on est des incompétents inconscients. Donc, on ne peut pas changer, on ne sait même pas qu'on n'est pas compétent dans un domaine. Donc là, dans la science de l'esprit, beaucoup d'entre nous, on est incompétents et on ne le sait même pas. Donc, on est inconscient. Ensuite, deuxième étape, on va savoir que là, on est incompétent, mais on commence à être conscient. Et là, c'est cool. Si on est intelligent et humble, on va se dire, je vais m'éduquer. Et là, ça fait une grande catégorie de personnes qui vont arriver à un niveau très, très haut de réussite dans la vie et d'autres qui vont rester en bas et qui vont galérer toute leur vie. Et c'est up to you, guys, comme on dit, tu vois. La décision appartient à chacun. Donc, qu'est-ce que c'est? Là, pour cette fois, je n'ai pas oublié la question. Qu'est-ce que c'est en fait une dépression? C'est quelqu'un qui est bloqué en mismatch. Il est en mismatch référence interne.
C'est-à-dire que il est en match sur les autres et en mismatch en interne. C'est-à-dire qu'il va voir tout le monde comme quoi ils réussissent, c'est super, c'est incroyable, comme les gens sont super, ils sont heureux, etc. Et moi, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Et donc, c'est un programme, c'est le programme, là, il est clairement identifié, c'est le programme de la dépression par excellence. Donc, aujourd'hui, on peut enseigner à quelqu'un, moi, je pourrais enseigner à quelqu'un comment être dépressif. Je pourrais écrire un manuel, devenir dépressif en 5 étapes. Ouais, Là où c'est intéressant, ouais, c'est c'est de sûrement là, plus simple que d'en ressortir. exactement. Mais de là où c'est vachement intéressant, c'est que il y a des scientifiques qui se sont dit, si on est capable d'avoir une expertise dans la science du mal-être, ça veut dire qu'il existe une science du bonheur. Et ils ont étudié à l'inverse quels sont les processus qui nous rendent heureux. Et ça a donné naissance à la programmation neurolinguistique, mais aussi à d'autres disciplines de la neuroscience cognitive et d'autres disciplines de bien-être que moi j'utilise au quotidien. Donc en gros, comment rééduquer le cerveau pour l'apprendre à être heureux. Et maintenant, si on rentre au niveau contemporain, pourquoi à notre époque, il y a autant de dépression. Alors ça n'engage que moi. C'est pas prouvé, j'ai pas de source scientifique sur lequel je m'appuie, mon propre raisonnement, mais c'est lié vraiment à un parcours de l'être humain qui l'éloigne des lois fondamentales du bonheur, tout simplement. Une des premières lois, en fait, c'est qu'on a complètement oublié, c'est qu'on est un animal. L'être humain est un animal. Donc, vous prenez des animaux, vous les mettez dans des zoos, il suffit de les observer, ils ne sont pas parfaitement heureux. Donc, nous, on est trop fort, c'est qu'on a créé nos propres zoos et on s'y est enfermé. On est fantastique, l'être humain. Donc, aujourd'hui, on a créé des villes hyper urbanisées. Donc, on le sait pourquoi, c'était à l'époque pour se rassurer en se regroupant. Mais aujourd'hui, c'est devenu des prisons. C'est-à-dire que l'être humain a besoin de la nature. Il y a la sylviothérapie, par exemple, on sait que les arbres émettent des essences qui nous font du bien, qui créent de la chimie positive à l'intérieur de nous. Mais même au niveau électromagnétique, les ondes aujourd'hui qu'il y a, comme la 4G, la 5G, tu m'as appris, je ne savais pas, je te remercie pour ça, que la Chine en était à la 6G. Travaille sur la 6G, ouais. Ils travaillent sur la 6G, voilà. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que nous sommes des êtres qui émettons des ondes avec un cerveau, des ondes cérébrales, on a un champ électromagnétique, il y a une harmonie dans le champ électromagnétique. Évidemment, si on le bombarde d'ondes, il y a tout un dérèglement dans le subtil qui existe. Donc, il y a ça. Il y a le déphasage par rapport au cycle naturel de la vie, qui sont la lumière. Donc, on est énormément en fait en lumière artificielle. Et la lumière du soleil a des bienfaits en termes de vitamine D, qui sont hyper importantes aussi dans les neurotransmetteurs. On sait que aujourd'hui, les neurotransmetteurs, ça se passe par des protéines, donc notamment le K+, le potassium, qui est très très important. Et tout ça aussi, on va pouvoir s'en imprégner grâce à la luminosité, grâce au soleil. Tout ça. À cela, on ajoute des chimères sur le bonheur. Donc des contes qu'on nous a racontés pendant l'enfance, bercés par l'industrie hollywoodienne, où on nous a fait croire que et ta belle maison, marie-toi et tes enfants, ton labrador, et tu seras l'homme et la femme la plus heureuse du monde. Et on est nombreux à avoir coché les cases et se rendre compte que c'était un peu Dieu. Exactement. Donc, on est dans une société qui est extrêmement tournée vers l'externe. L'externe. Une fois que j'aurai ça, ça sera bon. Une fois que j'aurai ça. Donc, quand on est ado, une fois que je serai adulte, je serai bien. Quand je suis seul, une fois que je serai marié, je serai bien. Quand je travaille et que j'aime pas mon travail, une fois que je serai à la traite, je serai heureux. Une fois que j'aurai la maison, je suis heureux. Et tout ça ce sont des mensonges du mental qu'on sait bien identifier, qui nous volent l'instant présent, le moment présent, et qui nous volent notre capacité d'être heureux.
Et ça, bombardé avec du marketing malveillant, du consumérisme non aligné, ben, crée des gens malades. Voilà, hein. Donc, on a créé un système. Donc, hein, on a un système d'exploitation propre, mais on a aussi un système d'exploitation global. Donc, le système d'exploitation global fabrique beaucoup, beaucoup de gens malades. Voilà mon analyse aujourd'hui, le 9 février 2021, qui peut-être Très belle analyse. voilà, peut-être qui évoluera, hein, complètement dans Ouais, quelques années. ouais, ouais, bien sûr. Voilà comment je lis les choses. Et donc, Mhm. bah, comment s'en sortir? Ben, Ouais, la- comment s'en sortir justement? ouais, Parce que moi, de mon côté, comme je le mentionnais, j'ai une personne très très proche qui est tombée dans la dépression et on a suivi ça pendant des années et on s'est rendu compte qu'on n'en sort vraiment jamais. En tout cas, cette personne s'en est vraiment jamais sortie. ouais, Et qu'est-ce que fait évidemment la société? Qu'est-ce que va faire certaines sciences médicales? En tout cas, ils vont venir donner des médicaments et changer une personne du tout au tout. ouais. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai une personne en face de moi qui n'est pas du tout la même personne qu'à l'époque. Et Ouais, si tu veux, j'aimerais bien comprendre s'il est vraiment capable, on est capable de sortir de cet état de dépression. ouais. Alors, bah, j'ai discuté de ce sujet avec beaucoup de psychiatres, moi-même ayant accompagné en fait des personnes en dépression. Et eux, ils reconnaissent très honnêtement, quand ils sont honnêtes, hein, intellectuellement. Moi, j'ai parlé qu'avec des psychiatres honnêtes intellectuellement qui ils ont aucunement les clés pour pouvoir aider les gens en dépression. Aucunement. Aujourd'hui, la seule chose qu'ils savent faire, c'est anesthésier neurologiquement la personne pour affaiblir l'état et la maintenir dans un état de survie. Mais il n'y a aucun protocole, à ma connaissance, et des psychiatres qui m'ont dit ça, de guérison. C'est Donc, dingue, hein, c'est ouais. incroyable. Et quand il y a la dépression, justement, il se passe quelque chose dans le cerveau. J'ai l'impression que, enfin, je crois me souvenir, et tu me le confirmeras, que justement le cerveau va stimuler je ne sais pas ce que c'est vraiment. En fait, il y a quelque chose qui va être stimulé au niveau de notre cerveau, on est incapable aujourd'hui de revenir en arrière par rapport à cette stimulation d'un liquide ou je ne sais quoi au sein du cerveau qui fait que voilà, on est en dépression et on ne peut pas en sortir. Alors, J'ai pas la connaissance, c'est pour ça que je te pose la question, mais je ouais, crois qu'il y a un déclic au niveau du cerveau qui est, on peut pas revenir en arrière bah, pour l'instant. en fait, bon, déjà, moi, j'ai une croyance que j'ai mis du temps à implanter en moi, mais que j'arrose tous les jours, c'est que l'être humain est capable de tout. Donc, je Mhm. crois qu'on est capable de se guérir de tout. Déjà. Et ça veut dire que, tu vois, c'est un programme qui est hyper ouvrant, en fait. Ouais, C'est-à-dire que même si aujourd'hui la science va me démontrer le contraire, pour l'instant, dans sa vue, hein, on a vu que la science, elle fait que se mettre à jour, hein, au fur et à mesure. bien sûr. Dans un temps T, aujourd'hui, la science dit que ça. Mais moi, je crois que c'est possible. Et en plus, j'en ai la preuve. Donc, Ah, j'ai d'accord, vu des super. personnes ouais, se guérir véritablement Waouh! de la dépression. Maintenant, oui, il y a un mécanisme qui se crée dans le cerveau, un espèce de cercle vicieux où l'amygdale est beaucoup mobilisée et bah, la chimie qui est créée en état dépressif va nous amener à avoir une vue de plus en plus négative et de plus en plus Mmh. mismatch. Donc, on va être en plus mismatch, mismatch, mismatch. Et c'est là où moi, je me suis vraiment mis à la recherche d'une solution par rapport à ça. Puisque, étant donné que notre capacité de raisonner est altérée par cette chimie, on n'est plus capable de prendre les bonnes décisions pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a l'homéostasie du corps, donc l'homéostasie du corps, la capacité du corps à se réparer lui-même, qui est brisée parce qu'on a tellement pas écouté nos besoins fondamentaux, on a tellement fait appel à notre capacité d'adaptation de notre corps humain qu'on a usé notre réserve d'adaptation et la capacité naturelle du corps à se réparer, donc l'homéostasie ne peut plus se faire. Et là, c'est fini. À ce stade-là, euh, les médicaments vont juste empêcher que le cas s'aggrave.
ok. Sauf que moi, je croyais qu'il n'y avait pas de solution, ok. Mais comme vous avez compris, je suis une tête dure et que c'est là où je me suis mis à voyager. C'est Pardonne là où jamais. je me suis dit, je vais aller en Amazonie, je vais aller voir les Amérindiens, je vais aller voir les Tibétains. Je suis sûr que eux, ils ont des réponses. Et la technique que j'ai ramenée donc du Tibet est une technique qui se passe au niveau du corps, donc une technique corporelle. C'est là, en ce moment, je forme les praticiens à ça, justement, où on vient stimuler le système nerveux et notamment le système parasympathique par le nerf vagal, ce qui vient créer un reset du système nerveux. On ne peut même pas encore l'expliquer, ce qui se passe au niveau scientifique, tellement c'est puissant, en fait, cette technique. Et c'est une deuxième chance qui est donnée au cerveau. Le cerveau, en fait, c'est comme si vraiment on rebootait le système d'exploitation. Des fois, ça ne va pas suffire, une fois. C'est-à-dire que le virus va se redéclencher et ça va replanter. Mais comme on connaît le bouton, on va pouvoir rebooter, rebooter, rebooter. Et bien souvent, pas pour tous, on n'a pas 100% de résultats, mais on a pratiquement 60, plus de 70% de résultats sous toute forme de pathologie mentale, mais aussi physique, parce que les fibromyalgies, etc., c'est le système nerveux qui est inflammé. Donc, en rebootant le système, eh ben, c'est comme si on héritait d'un nouveau système d'exploitation. Alors, pas entièrement neuf, mais ça va donner vraiment des portes d'accès nouvelles à la personne. Et de là, c'est comme si nous, on lui donnait juste un coup dans le dos en disant « Vas-y, regarde, tu as une deuxième chance dans la vie ». Et on lui a mis en place des programmes ensuite de rééducation du cerveau. Donc, en fait, elle va réapprendre à être heureuse. Comment? Eh ben, en analysant à chaque fois qu'elle a eu Génial. un match. Voilà. Mais comme la chimie s'est réduite à ce niveau-là, mais c'est possible que si la personne n'est pas sous antidépresseur. Et c'est là le piège. Donc, c'est là où on doit travailler main dans la C'est main un avec risque. le psychiatre en disant, voilà, nous, on peut la sauver, cette personne, on peut l'aider, mais il faut que vous nous fassiez confiance. Et il faut qu'on travaille en sevrage progressif, ok, parce qu'on connaît aussi les complications en fait, du sevrage. Et j'ai des personnes qui étaient sous antidépresseurs depuis 4-5 ans, qui ont réussi à arrêter et à retrouver une vie saine. Et surtout, en plus, en étant en autonomie par rapport à la gestion de leurs émotions. C'est-à-dire, dès qu'ils voient que le système dépressif est en train de se remettre en place, ils sont capables de suite de voir le programme malveillant qui se remet en place et hop, tu scannes ton ordinateur et tu mets un coup d'antivirus et tu passes. Donc, ça demande quand même une C'est chance, mais c'est possible. c'est ce que j'allais dire. Quand on t'entend, en fait, on est une espèce super élevée de robots, en fait. C'est super développé de robots. C'est exactement ça. Et on est en train de recréer la même chose, justement, maintenant avec l'intelligence artificielle. Qui vont peut-être finalement nous remplacer, on fera la même chose, on remettra des programmes comme ça en place. J'ai fait un rêve il y a quelques C'est jours incroyable. qui illustre tout à fait ça. J'étais dans une Ferrari, une super belle Ferrari en fait, qui était magnifique. Les praticiennes là qui sont en formation avec moi qui me font des grimaces sur et c'est comme si tu étais dans mon rêve, j'étais dans une magnifique Ferrari et j'arrivais pas à passer la deuxième. J'étais tout le temps en première en fait. Et je voyais les voitures qui me doublaient et je savais que ma voiture était puissante et j'arrivais pas à la faire partir. C'est Excellent. la même métaphore en fait dans nos vies. On est des Ferrari, quoi. On est des Bentley, on est des avions de chasse. Enfin, peu importe, trouvez la métaphore qui vous parle le plus. Mais on est vraiment d'une puissance, mais on ne nous a pas livré le mode d'emploi. Et Ouais, aujourd'hui, ouais, non, c'est vrai. voilà, et on a vraiment aujourd'hui accès à des modes d'emploi hyper puissants et ça marche. Et vraiment, ça marche. Et on crée justement ces modes d'emploi au fur et à mesure et un nouveau mode d'emploi qui est de plus en plus en développement, qui me mène à la prochaine question, c'est la neurotechnologie, Mm. en fait. Et je voulais justement te poser la question de savoir comment la technologie va pousser les neurosciences dans la recherche médicale et où en sommes-nous actuellement? Alors, je ne suis pas très nécessairement à jour sur ce sujet, en Mhm. fait, sur la neurotechno, en fait. Je peux pas être à jour sur tout, c'est normal aussi, hein. Voilà. Si, Après, c'est bon, pas voilà, ta on a entendu parler spécialité, ouais. de l'ARN Messenger avec le Mhm. vaccin Covid.
je sais qu'il est, bon, il est possible de faire beaucoup de choses au niveau des neurotransmetteurs. Euh, Moi, je vais toujours regarder ça d'un point de vue plus philosophique et plus appuyé sur toujours ces vieilles civilisations qui m'ont appris beaucoup de choses. Et comme disait Einstein, le jour où la technologie va dépasser la sagesse des êtres humains, ça va être très dangereux parce que on est comme des enfants qui jouons avec des choses qui nous dépassent grandement, Mhm. très grandement, parce que une des vues erronées pour moi aujourd'hui dans les neurosciences matérialistes, parce que je vous rappelle, il y a deux mouvements dans les neurosciences. Il y a les neurosciences matérialistes et les neurosciences non matérialistes, qu'on va plus considérer de spirituelles, qui croient en l'esprit. Qu'est-ce qui distingue les deux? C'est que le matérialiste considère que le sentiment d'existence n'est juste qu'une conséquence du cerveau. Le non matérialiste et spirituel considère que le cerveau n'est qu'une interface qui nous permet qui permet à l'esprit d'interagir avec la matrice qui nous englobe, avec notre réalité. C'est deux points de vue, mais qui sont diamétralement opposés et qui donnent, mais alors, deux vues du monde complètement différents. Et donc, venir en fait interagir que sur l'interface ne me semble pas quelque chose de très intelligent, parce que ça engage que mes croyances. Et, Bien sûr. et ce que je crois, moi, je crois vraiment que l'esprit perdure de vie en vie et que pour qu'il se modifie réellement et que ces voiles de l'esprit se dissipent, ça nécessite une maturation intérieure, en fait, une transformation par par notre propre pouvoir. Et encore une fois, cette Mhm. tendance de l'être humain à systématiquement vouloir s'appuyer sur de la ressource externe pour évoluer, en fait, le prive de son propre pouvoir. À chaque fois, c'est pourquoi aller fabriquer et créer des choses à l'externe alors qu'on a déjà tout à l'intérieur. C'est-à-dire que si on sait se servir de notre cerveau, alors par contre, oui, c'est sûr, c'est pas un bouton. Ça nous demande de faire un effort. Ça nous demande d'aller passer 20 minutes à méditer. Ça nous demande à changer quelque part nos habitudes. Euh, mais je ne pense pas qu'en implantant des choses dans le cerveau, on puisse vraiment augmenter notre sagesse. Parce que pour moi, euh, la raison et la cause profonde de notre sagesse est même au-delà du cerveau, est vraiment inscrite dans l'esprit. Et, euh, et le cerveau n'est qu'une interface. Donc, je serais très curieux de savoir ce qui va se passer sur ces sujets. Peut-être même t'en sais plus que moi, en fait, Lilian, sur ce sujet. C'est quoi alors, c'est quoi les neurotechnos là auxquels tu penses? Bah, je voulais justement te poser la question sur Elon Musk qui a créé Neuralink en 2016, hein. C'est quand même, bon, pour moi en tout cas, le plus grand visionnaire de notre époque. Et en fait, son objectif est en fait de développer des composants électroniques à intégrer dans le cerveau pour augmenter la mémoire, pour piloter des terminaux, voire même intégrer de l'intelligence artificielle en nous. Donc en fait, ce qui permettrait d'utiliser plus de pourcentage de son cerveau. En fait, c'est un peu l'idée, c'est de booster un peu le cerveau. Finalement, quand on en parle, et après ce que tu viens de nous expliquer juste avant, il semblerait un peu que ce soit un peu la protéine que les sportifs utilisent en plus en plus de la nutrition qu'ils ont quotidienne, en fait, finalement. C'est un petit peu la même chose. Alors moi, je sais pas, je voulais vraiment avoir ton point de vue justement là-dessus, et même, d'une, avoir ton point de vue scientifique, et de deux, savoir si on peut parler d'éthique aussi à ce niveau-là, dans ce cas de figure. Est-ce que c'est éthique de faire ça? Est-ce que... Ah, finalement, c'est plus un point de vue philosophique que je vais porter là-dessus. Euh, Éthique, pourquoi pas? À la limite, si les gens veulent être plus performants, qu'ils soient plus performants. Mais le but de la vie, pour moi, c'est pas d'être performant, c'est d'être heureux. Ah, c'est une très très belle philosophie. Ouais, ouais. Et, 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 et alors, en fait, on vient de décrire cette course en avant, donc cette
cette quête perpétuelle qu'a l'être humain et qui le prive du bonheur, c'est de croire que il faut plus performer, il faut plus, et on va en venir à carrément vouloir venir modifier notre système. Mais je pense qu'on sera plus performant, on va plus mémoriser, certes, on va peut-être mieux réfléchir, enfin plus raisonner en fait encore et résoudre des problèmes plus complexes, etc. Mais qu'en est-il du point fondamental du bonheur? Est-ce qu'on va être plus heureux? Et ce qui manque aujourd'hui dans toutes ces prises de décision, et c'est ce que vous nous mettez en garde Einstein, c'est ça, c'est qu'est-ce qui motive en fait? Et quelle est l'intention cachée dans toutes ces découvertes et cette volonté? Si c'est de vouloir maîtriser, de vouloir être supérieur, de vouloir, c'est l'ego en fait qui est là. Et euh, mais alors on voit bien que toutes les technos, pour l'instant, ne nous ont pas aidés, quoi. En fait, euh, pas dire que ça a rapproché véritablement les êtres humains, d'avoir des téléphones portables, d'avoir des ordis, etc. Comme on dit, on, on communique plus, mais on communique moins bien, en fait. C'est-à-dire que le lien cœur à cœur, la profondeur de l'être humain, le lien qui nous fait être humain, il est de moins en moins présent avec toutes ces technologies. Pourtant, Euh, il nous permet d'en faire plus, plus vite. Et est-ce que justement aussi une des fonctions principales de l'humain n'est pas l'évolution? C'est pour ça, alors être heureux, je suis complètement d'accord avec toi, mais l'évolution, c'est en nous aussi. Et c'est pour ça que finalement, je pense qu'on peut vivre avec les deux, et essayer de trouver les deux et de faire matcher les deux. Alors là, par contre, ça doit être le plus compliqué. c'est une super conclusion parce que si on s'en fie au nombre de dépressions, est-ce qu'on a véritablement évolué? Après, est-ce que justement dans le passé, avant qu'on commence justement à faire toutes ces études sur les dépressions, quel était justement le niveau de dépression à l'époque aussi, peut-être il y a 2000 ans de ça, en fait, ce serait intéressant de le savoir. Voilà, Ouais, c'est on n'a pas la réponse, c'est vrai, mais un peu euh, comme les cancers finalement, hein, comme on en parle aussi, les cancers, on voit les chiffres qui augmentent, qui finalement baissent aussi maintenant quand même grâce aux sciences, mais qu'en était-il dans le passé, qu'en était-il il y a 2000 ans finalement? c'est vrai qu'on n'a C'est... pas de retour scientifique sur ce Hmm. point-là. C'est un très bon point. Euh, Mais je suis totalement d'accord avec toi sur le bonheur. Bah, C'est... l'évolution, ouais. Et, mais qu'est-ce qui évolue en fait? C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire évoluer? Moi, en tout cas, ça n'engage que moi. J'ai envie de faire évoluer ma capacité à être heureux. Mhm. C'est ma priorité dans ma vie en fait. C'est ce qui motive toutes mes décisions et toutes mes recherches en fait depuis 40 ans. Comment je peux être plus heureux et aider les autres à être plus heureux. Euh, et, et voilà. Et donc, de là, si c'est ma motivation, la question que je me pose ensuite, c'est qu'est-ce qui est en moi responsable du bonheur? Et peut-être, voilà, peut-être que finalement, l'évolution peut être ce qui, pour certaines personnes, sera responsable du bonheur, finalement. C'est pas du tout deux choses complètement distinctes, en fait. Non, alors voilà. Non? Oui, oui, tout à fait. Alors après, évolution, c'est ça, c'est un mot qui est très générique et dans lequel on peut mettre beaucoup de choses en fait. Pour toi, qu'est-ce que c'est l'évolution? Tiens, Lilian, je te demande. Moi, après, je suis passionné je commence à être passionné par le cerveau, et du coup, l'évolution pour moi, c'est d'aller chercher plus de pourcentage de capacité de notre cerveau. En fait, ça, D'accord. c'est ma définition de l'évolution. Mais en fait, tu as raison, chacun a sa propre définition de Oui, l'évolution chacun, aussi. voilà. Par exemple, Absolument. on a évolué, ça veut dire passer d'un studio à un 4 pièces. Oui. D'accord. Mhm. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on est en train d'illustrer quelque chose qui est génial, qui est encore lié à la PNL, c'est que derrière des mots abstraits comme l'évolution, on va y mettre une réalité subjective qui est différente pour tout un chacun. Donc, évoluer, pour toi, ça va vouloir dire quelque chose, pour moi, quelque chose d'autre. Et voilà, il y en a. C'est Évoluer, vrai. ça va Mhm. vouloir dire être maître du monde, par exemple. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Et, Ouais.
l'évolution prend… il y en a, c'est évoluer, ça serait celui qui n'arrive plus à marcher parce que suite à un accident de voiture. Évoluer, ça va pouvoir marcher en fait. Donc la question peut-être qu'on peut se poser pour notre audience, c'est qu'est-ce qu'on met derrière l'évolution et qui j'ai envie d'être et, et qu'est-ce que j'ai envie de sentir en fait dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà. Moi, je sais que rien en externe n'a la capacité de me rendre heureux. Je peux être sur une plage au sable blanc et à l'eau turquoise. Mon système d'exploitation sera toujours là. D'accord. Je peux être dans une maison magnifique. Mon système et comment je le sais? C'est parce que j'ai coaché des personnes qui vivaient sur des plages au sable blanc et à l'eau turquoise, ou des personnes qui vivaient dans une maison grandiose, etc. Et au final, c'est toujours leur système d'exploitation qui va percevoir les choses d'une certaine manière. Donc, tant que le système d'exploitation ne change pas, difficile. Et quelque part, pour moi, l'évolution, là, dans ce cas-là, ça serait faire évoluer notre système d'exploitation dans la mesure à qui nous rend heureux. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que ça conclut parfaitement notre épisode justement sur la santé, hein, qui passe justement par le bonheur. Et je te remercie une nouvelle fois, Stéphane. Pour aussi venir challenger en fait le discours parce que je m'appuie sur ce que je connais en neurosciences et puis mon propre point de vue qui n'est que mon propre point de vue. Bien sûr. Et Et justement, j'aimais bien challenger aujourd'hui sur cette partie tech un petit peu aussi, quelque chose qui me plaît aussi énormément, hein. C'est pour ça que je me suis dit qu'on allait un petit peu mixer les deux pour voir un petit peu quel pouvait être justement l'impact sur la santé. Yes. Donc voilà. Bon, écoute, merci beaucoup. C'était encore une fois un vrai plaisir. J'espère que cet épisode a beaucoup plu à l'audience au point que ça m'a plu. La semaine prochaine, qu'est-ce que l'on a? Parce que là, on n'a pas fait nos devoirs, on n'a pas regardé le programme. On n'a pas fait nos devoirs comme d'habitude. C'est vrai que cette semaine, alors d'ailleurs, cette semaine, on tient à s'excuser aussi parce qu'on devait faire un épisode sur Disney et Mozart. Ouais, tout à fait. Mais on a changé, on est revenu sur la santé. Ouais, on va faire plus tard. Un peu plus de voilà, un peu plus tard pour Disney et Mozart. Et j'aimerais aussi qu'on ajoute les mangas dessus. Parce qu'ils sont quand même très, très forts aussi sur l'utilisation de la neuroscience, sur les messages à passer, en fait, finalement, à leur audience. Et donc, voilà, on en discutera davantage. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Je te laisse retourner aussi à tes thérapeutes, hein. J'imagine que tu dois justement, tu as beaucoup de choses à leur apprendre, hein, au vu de ce que tu nous as expliqué pendant le On est vraiment en mode pratique. Donc là, je leur apprends en fait la technique pour faire le reset, justement. Trop bien. C'est génial. Bon, écoute, je te souhaite beaucoup de courage, une très bonne journée. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Bye bye. À bientôt. Ciao, bye. Ciao.